Nous avons avec nous le secrétaire d'État lui-même, Marco Rubio. Il est ici avec nous. Monsieur le secrétaire, merci de prendre le temps. Je sais que vous êtes occupé et que vous avez beaucoup de choses à régler. On peut commencer par la question pour ces Américains qui ne comprennent pas pourquoi. Maintenant, je veux aborder cela avec beaucoup de précision en expliquant pourquoi c'est nécessaire maintenant lorsque l'envoyé pour le Moyen-Orient, Steve Witkoff, est venu dans cette émission. Et il a expliqué que les Iraniens ne négocieraient pas la question de l'abandon de leur programme d'armes nucléaires. Et ils se sont vantés d'avoir 460 kilos d'uranium enrichi à 60%, ce qui pourrait être converti en qualité militaire, 90% en 7 à 12 jours. À ce moment-là, cela semblait inévitable. Même avec le Midnight Hammer, ils s'accrochaient à ce qu'ils appelaient leur droit inaliénable. C'était le point tournant. Eh bien, c'était l'un des points de bascule, une partie du tournant. Mais l'Iran fait cela depuis 47 ans. Nous savons comment ce régime fonctionne. Je dis toujours l'Iran, mais je précise bien, je ne parle pas du peuple iranien. Les gens là-bas n'aiment même pas ce gouvernement. C'est un régime de clercs radicaux, de personnes qui considèrent cela comme une mission. Je sais que cela peut sembler fantaisiste, mais c'est absolument vrai. Ce régime est dirigé par des personnes convaincues que leur mission est de provoquer la fin du monde. Ces personnes veulent des armes nucléaires, nous le savons. Elles rassemblent ce qu'il faut pour des armes nucléaires. Elles assemblent des missiles de longue portée capables d'atteindre Zewa. Nous les avons vus en démontrer 2 la semaine dernière. Même en niant les posséder, ils ont enrichi de l'uranium à 60%. Comme je l'ai dit, pour passer de 60% à 90% nécessaire pour une bombe, il faut entre 12 et 14 jours. Ils se sont vantés de l'avoir encore. Ils exigent un enrichissement, passant de 60% à 90%. Ce sont les plus grands, les principaux soutiens du terrorisme régional et mondial. Ils ne doivent jamais posséder une arme nucléaire. C'est quelque chose que le président Trump a rendu très clair dès le premier jour de sa présidence. En descendant cet escalator, en 2015, il en a parlé. En fait, il parlait déjà de la menace iranienne avant même d'être candidat à la présidence. Il n'allait pas permettre que l'Iran soit une menace pour les Américains ou pour les générations futures. Nous avons donc agi avec un objectif très clair. Nous allons détruire leurs forces aériennes, nous l'avons déjà fait, nous en avons déjà fait une grande partie, nous allions détruire leur marine, ce que nous avons également réussi, nous allions détruire une grande partie de leurs lanceurs de missiles. Nous sommes bien avancés dans ce processus en détruisant leurs bases industrielles de défense, les usines qui produisent des drones et des missiles. Nous sommes en train d'y parvenir. C'étaient nos 4 objectifs, car ce sont les éléments derrière lesquels ils se cacheraient pour développer une arme nucléaire et menacer le monde. Si nous avions essayé d'intervenir, cela ne se serait pas produit sous le président Trump. Nous sommes dans les délais ou en avance sur chacun des 4 objectifs. La ligne d'arrivée est en vue. Ce n'est pas aujourd'hui ni demain, mais ça arrive. Nous arriverons au point où nos militaires auront atteint tous les objectifs de cette mission et ils le font avec une efficacité extraordinaire. Quelque chose qui entrera dans l'histoire comme l'une des opérations tactiques les mieux exécutées des temps modernes. Nous reviendrons à ce calendrier dans un instant, car vous et le président avez dit des semaines, pas des mois. Une chose que nous avons apprise, et si vous pouvez détailler, c'est que si vous avez la capacité nucléaire, vous avez aussi besoin du vecteur. Avant Epic Fury, vous pensiez et souteniez que non. Et le monde a toujours sous-estimé les capacités de l'Iran, que ce soit sa capacité nucléaire ou ses missiles balistiques. Et vous avez estimé que c'était une menace trop dangereuse pour ne pas être abordée lors de cette opération, les missiles balistiques et la menace nucléaire en même temps? Donc maintenant, nous avons vu qu'ils ont la capacité et la portée qui sont bien supérieures à ce que nous pensions auparavant. Apparemment, ils ont maintenant la capacité et la portée pour que leurs missiles atteignent Paris et Londres. C'est vrai? C'est exact, en effet, mais ils ont nié. Souvenez-vous, chaque fois que vous entendez parler de l'Iran, vous montrez l'image de cet Arachi, leur chancelier. Ce type est un menteur. Il était à la télévision il y a 2 semaines en train de nier que l'Iran possédait des missiles à longue portée. Et ensuite, ils en ont lancé 2. Nous pensons qu'ils n'en ont pas beaucoup pour l'instant, mais ils en auront bientôt. Nous avons détruit leurs usines. Ces armes récemment lancées peuvent frapper loin en Europe. En fait, ils ont tiré sur Diego Garcia, l'un d'eux a échoué, un a été abattu, mais ils les ont lancés contre Diego Garcia, qui est très loin. Donc, ils progressaient pour finalement avoir un missile capable d'atteindre les États-Unis continentaux. C'était ce qu'ils avaient l'intention de faire.
Ils avaient l'intention de devenir la prochaine Corée du Nord, sauf que ce n'est pas une Corée du Nord, gouvernée par un régime qui est problématique et difficile à comprendre, mais un Iran gouverné par des clercs chiites avec des missiles capables d'atteindre le territoire même des États-Unis dans un avenir proche. C'est là qu'ils se dirigeaient. C'est ce qu'ils auraient fini par accomplir si le président Trump n'avait pas pris ces mesures. Monsieur le secrétaire, pensez-vous que la Corée du Nord ait aidé l'Iran à la fois dans son programme de missiles balistiques et dans son programme nucléaire? Je ne peux pas trop commenter, à part dire que rien de ce qu'un gouvernement ou un pays fait pour aider l'Iran n'entrave notre mission d'aucune manière. Certains pays les ont aidés dans le passé, oui, c'est vrai, et en plus, l'Iran aide aussi d'autres pays en fournissant des drones, des roquettes et d'autres technologies que l'Iran a lui-même développées. Mais comprenez, l'Iran a du mal à obtenir de l'eau potable et son économie est en ruine. La situation va empirer après. C'est aussi un pays où le peuple manifeste dans les rues, non seulement par manque de liberté, mais aussi d'opportunités économiques. Parce qu'ils ont pris tout le peu d'argent qu'ils possèdent sous sanction et ont tout investi dans le financement du terrorisme. Et des missiles à longue portée, élargissant leur portée chaque année en construisant des milliers et en développant ces drones suicides utilisés contre leurs voisins. Ils ont investi leur argent là-dedans et comptent continuer ainsi. Ils refusent de négocier sur les missiles, ils refusent même de négocier sur le terrorisme et ils refusent de négocier sur l'enrichissement. Ils exigent le droit d'enrichir. Pour ceux qui disent que cela aurait pu être évité, ils ont eu des occasions de négocier, mais ils n'ont fait que rejeter ou reporter. Cela n'arrivera pas avec Trump. Il ne permettra pas à l'Iran de devenir une puissance nucléaire sous son gouvernement et de menacer Zewar maintenant ou plus tard. Monsieur le secrétaire général, je pense que la situation idéale serait un accord négocié. Le président l'a affirmé et l'a dit publiquement à de nombreuses reprises avant le marteau de minuit et l'opération Fureur épique. Et il dit maintenant à ce qu'il reste de la direction qu'il préférerait un accord négocié. Apparemment, ils ont du pouvoir parce qu'ils ont promis au président de laisser passer 20 pétroliers par le détroit d'Ormuz et d'après ce que j'ai appris, ces navires ont réussi à passer. Ils doivent donc avoir un certain pouvoir. La question concerne la direction au plus haut niveau. Sera-t-elle plus intelligente que les 3 premières? Et vont-ils conclure l'accord ou finiront-ils par faire face à leur propre fin dans un avenir proche? Il est vrai que pendant 47 ans, ils ont rejeté toute négociation. Cela ne veut pas dire que nous allons arrêter d'essayer. Le président Trump y a toujours cru, je préfère les négociations aux guerres. Nous lui avons donné 60 jours au début de l'année dernière. Nous avons accordé plus de temps après l'incident du Midnight Hammer cette année, mais à chaque fois, ces tentatives se sont révélées infructueuses. Nous continuerons d'essayer. Des messages sont échangés, les négociations sont en cours et il y a la possibilité d'une rencontre en personne prochainement. Nous serons toujours ouverts à cela. Mais le président Trump ne permettra pas que de fausses négociations soient utilisées comme tactique dilatoire pour gagner du temps ou leur donner plus de marge de manœuvre. C'est ce qu'il ne permettra pas. Vous savez, le gouvernement Biden a passé 4 ans à essayer de ressusciter l'accord nucléaire d'Obama avec l'Iran. Ils ont passé 4 ans à tenter de négocier avec les Iraniens qui les ont trompés. Je crois qu'ils pensaient pouvoir refaire pareil avec ce gouvernement pendant 4 ans de plus, mais ils ne tromperont pas le président Trump. Il ne va pas tomber dans leur jeu. Il n'est pas tombé dans leur jeu. Nous serons toujours prêts au dialogue, mais nous ne laisserons pas l'échec des discussions entraver notre défense. Pour doubler leurs missiles et drones, imaginez, cela n'allait pas arriver, le président ne l'aurait pas permis, c'est pourquoi il a agi. Je me souviens qu'en écoutant les reportages, il est frustrant d'entendre qu'on ignore les objectifs. Ils sont clairs, je le répète, nous atteindrons les 4. Nous détruirons leurs forces aériennes, nous l'avons déjà fait. Nous détruirons leur marine, nous en avons déjà fait une bonne partie. Nous allons détruire les usines de missiles et de drones et nous allons dégrader leurs lanceurs de missiles, empêchant ainsi des tirs contre les voisins et des menaces contre nous, nos troupes et nos alliés dans la région. Nous sommes proches d'atteindre ces 4 objectifs. Ces objectifs seront atteints. Ils seront atteints bientôt. Lancement. Parlons du détroit d'Ormuz. 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole y transite chaque jour. Vous avez affirmé fermement qu'ils ne seront pas autorisés à mettre en place un système de péage où ils pourraient faire payer les pays.
Doubler le nombre de missiles qu'ils avaient, doubler le nombre de drones qu'ils avaient, imaginez cela, cela n'arriverait pas, le président ne permettrait pas que cela arrive, c'est pourquoi il a agi. Je veux le rappeler encore une fois car j'entends des reportages et c'est frustrant d'entendre que nous ne connaissons pas les objectifs. Les objectifs sont clairs et nous allons atteindre les 4. Nous allons détruire leurs forces aériennes. Nous l'avons déjà fait. Nous allons détruire leur marine, en grande partie. Nous l'avons déjà fait. Nous allons détruire leurs usines qui produisent ces missiles et ces drones. Nous allons gravement dégrader leurs lanceurs de missiles afin qu'ils ne puissent pas tirer sur leurs voisins et menacer nous, nos troupes et nos alliés dans la région. Et nous sommes en bonne voie pour atteindre ces 4 objectifs. Ces objectifs seront atteints, ils seront atteints bientôt. Parlons du détroit d'Ormuz. 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole y transite chaque jour. Vous avez affirmé fermement qu'ils ne seront pas autorisés à avoir un système de péage. Où ils pourraient doubler le nombre de missiles qu'ils avaient, doubler le nombre de drones qu'ils avaient. Imaginez cela, cela n'arriverait pas, le président ne le permettrait pas, c'est pourquoi il a agi. Et je me souviens qu'en entendant les rapports, c'est frustrant d'entendre dire que nous ne savons pas. Les objectifs, ils sont clairs, je veux les répéter, et nous les atteindrons tous les 4. Nous allons éliminer leurs forces aériennes, nous l'avons déjà fait, nous allons détruire leur marine, en grande partie nous l'avons déjà fait. Nous allons détruire les usines qui produisent leurs missiles et drones, nous allons gravement dégrader leurs lanceurs de missiles, empêchant ainsi des tirs multiples contre leurs voisins et des menaces contre nous, nos troupes et nos alliés dans la région. Nous sommes proches d'atteindre ces 4 objectifs. Ces buts seront atteints, ils seront atteints bientôt. Parlons du détroit d'Ormuz. 20% de l'approvisionnement mondial en pétrole y transite chaque jour. Vous avez affirmé fermement qu'ils ne seront pas autorisés à mettre en place un système de péage leur permettant de faire payer les pays qui déplacent des millions de dollars. En plus de garantir le libre flux du pétrole au prix du marché, c'est vital pour l'économie mondiale et moins pour l'économie américaine. Et cela soulève la question de l'OTAN que j'aborderai dans un instant. À quel point est-ce important et comment déterminez-vous s'il sera sûr ou non pour les forces du CISPER de se retirer en sachant et en ayant confiance que le détroit restera ouvert pour la libre circulation du pétrole ? Le détroit d'Ormuz se situe en eaux internationales. Toute obstruction iranienne au trafic commercial est illégale. Pour ceux qui défendent le droit international, empêcher la libre circulation dans ces eaux constitue une violation flagrante des lois maritimes. Deuxième point, c'est illégal. Attaquer et couler des navires commerciaux, c'est ce que les nazis ont fait pendant la Seconde Guerre mondiale dans l'Atlantique. Et c'est ce qu'ils font maintenant avec ces navires. De pays qu'ils n'aiment pas, sous des pavillons qu'ils rejettent, ce sont des actes terroristes délibérés. Et les écrasantes reçoivent peu d'énergie par le détroit d'Ormuz. Nos alliés, surtout du Golfe, exportent beaucoup de pétrole par là, dont dépendent l'Asie et l'Europe, tandis que nous dépendons peu du détroit. Donc, si l'Iran décide d'imposer un péage ou de contrôler illégalement le détroit d'Ormuz, ce sera une décision du président s'il veut aider. Mais c'est un problème pour le monde entier. Les pays du monde entier doivent prendre position et gérer la situation en disant que cela est intolérable. Et c'est exactement ce que nous avons encouragé. À propos de l'OTAN, vous avez dit que nos alliés nous déçoivent, comme l'Espagne, la Grande-Bretagne, la France et l'Italie. Et qu'après que tout sera terminé, nous allons réexaminer cette relation. Et surtout parce que nous payons les 2/3 des coûts de la défense de l'OTAN. Et si c'est seulement pour défendre l'Europe, comment pouvons-nous appeler cela et quoi ? Pourquoi n'avons-nous pas accès aux bases aériennes européennes quand c'est nécessaire ? À quoi sert cette alliance ? L'alliance de l'OTAN est menacée. Sean, j'ai été un grand défenseur de l'OTAN pendant mon mandat en tant que sénateur de Zéamneu en raison de sa grande valeur. Et il ne s'agissait pas seulement de défendre l'Europe. Cela nous garantissait également des bases militaires pour projeter notre puissance dans différentes parties du monde chaque fois qu'il y avait des menaces à la sécurité nationale. Si l'OTAN empêche désormais l'utilisation de ces bases pour défendre les intérêts des États-Unis, alors l'Alliance devient une voie à sens unique. L'OTAN consiste simplement à avoir des troupes en Europe pour défendre l'Europe. Mais quand nous avons besoin de leur aide, nous ne demandons pas de frappe aérienne. Si nous devons utiliser leurs bases et qu'ils refusent, pourquoi sommes-nous dans l'OTAN? Demandez-vous pourquoi nous dépensons des centaines de milliards et au fil des années, des milliers de milliards de dollars pour toutes ces forces américaines. Elles sont stationnées dans la région.
si, au moment où nous en avons besoin, nous ne sommes pas autorisés à utiliser ces bases. Alors, il ne fait aucun doute qu'après la fin de ce conflit, nous devrons réexaminer cette relation. Nous devons réévaluer la valeur de l'OTAN pour nous. La décision finale appartient au président et c'est lui qui la prendra. Finissons le travail ici. Comme je l'ai dit, nous sommes très proches d'atteindre nos objectifs dans tout ce que j'ai mentionné, mais je pense vraiment que nous devons réexaminer. Si cette alliance qui a bien servi le pays remplit encore son objectif ou si elle est devenue maintenant une voie à sens unique où l'Amérique défend l'Europe. Mais lorsque nous avons besoin d'aide, nos alliés finissent par nous refuser l'accès à leurs bases et le droit de survol. Ce sont des questions valables que nous devons poser et qui seront examinées attentivement après le conflit. Nous payons les 2/3 de ce budget, nous dépensons 1000 milliards de dollars par an. Profitant de l'occasion, je vais demander votre attention. Mise à jour sur le Venezuela, vous vous êtes réunis aujourd'hui avec la dirigeante de l'opposition vénézuélienne, María Corina Machado. Delcy Rodriguez semble collaborer avec Zinewa et, si possible, pourriez-vous donner une mise à jour sur Cuba? Sa chute semble-t-elle, d'une certaine manière, imminente? À propos du Venezuela, rappelez-vous notre plan en 3 volets. Le premier visait la stabilisation, éviter migration de masse, guerre civile ou émeute. Cela a été largement atteint, rien de tout cela n'a eu lieu. La deuxième est la phase de reprise où nous nous trouvons actuellement, où l'on observe non seulement une reprise économique au Venezuela, mais aussi une reprise économique qui est bénéfique pour les États-Unis. Ils envoient du pétrole à nos raffineries, avec des bénéfices déposés sur des comptes bancaires contrôlés par le trésor de Zemaïrio, au bénéfice du peuple vénézuélien, garantissant que l'argent ne soit pas volé. Dans le cadre de cette reprise, des centaines de prisonniers politiques ont été libérés. Vous avez vu ça? La prison infâme où étaient détenus tous les prisonniers politiques a été fermée en seulement 3 mois. Ce qui a été accompli au Venezuela est extraordinaire. À la fin, il doit y avoir une phase de transition. Il devra y avoir des élections libres et justes au Venezuela et ce moment doit arriver. Tu sais, ce n'est pas pour toujours, mais nous devons être patients, mais nous ne pouvons pas non plus être complaisants. Et c'est pourquoi je me sens très satisfait des progrès réalisés au Venezuela. En 3 mois, les pessimistes qui disaient que tout irait mal après que Maduro ait été traduit en justice doivent admettre qu'ils avaient tort. Tout s'est bien passé ces 3 derniers mois au Venezuela. Le cas de Cuba est tragique. Cuba a un modèle économique qui ne fonctionnerait nulle part, sans véritable modèle. Il n'y a pas d'économie à Cuba. Littéralement, il n'existe pas d'économie. Et malheureusement, les personnes qui dirigent le gouvernement là-bas sont incompétentes et incapables de résoudre ces problèmes. Cuba a besoin de 2 choses, des réformes économiques et des réformes politiques. Impossible de réparer l'économie sans changer le système de gouvernement. Il rencontre de nombreux problèmes. Nous aurons bientôt plus de nouvelles, car nous y travaillons aussi. Vous affirmez que la fin de ce conflit est dans quelques semaines, pas des mois. Oui, je pense que nous sommes proches d'atteindre nos objectifs. Je ne veux pas fixer de délai, mais c'est possible. Regardez la ligne d'arrivée. Cela signifie que nous aurons atteint tous les objectifs du président. Si nous les atteignons, nous empêcherons l'Iran d'obtenir des armes nucléaires dans un avenir proche, rendant le monde et notre pays plus sûrs. La principale tâche du président est de garder les Américains en sécurité. Trump nous gardera toujours en sécurité et c'est ce qu'il fait en ce moment. Dieu merci, il agit, car plusieurs présidents américains ont eu l'occasion d'agir et n'ont rien fait ou ont empiré la situation. Secrétaire d'État Marco Rubio, merci d'être venu.